J'ai passé 22 longues années à la tête de l'entreprise de mon père, investissant toute mon énergie, ma passion et mon savoir-faire dans son essor. Chaque obstacle rencontré me rapprochait de l'objectif de transformer les industries Noirval, alors petite affaire familiale, en une puissance économique évaluée à 93 millions d'euros. Ce périple fut jalonné de nuits blanches, de réunions interminables et d'innombrables sacrifices, mais chacun de ces moments renforçait ma détermination à faire mes preuves. Mon père avait fondé l'entreprise à Lyon en 1978, en partant d'un modeste entrepôt et de 3 employés. Je me rappelle encore le jour où, alors âgé de 10 ans, il m'y emmena pour la première fois. L'odeur d'huile de machine et de poussière de bois emplissait l'air tandis qu'il me guidait à travers l'atelier, les yeux pétillants de fierté. Un jour, Thomas, me dit-il en posant sa main sur mon épaule, tout cela te reviendra. Cette promesse devint ma boussole. Après avoir obtenu mon diplôme de commerce à HEC Paris, j'aurais pu partir n'importe où. Des firmes de la Bourse de Paris m'avaient déjà fait des offres, et mon camarade de promo, Jacques, me suppliait de rejoindre sa start-up technologique innovante à Paris. Pourtant, il n'y avait jamais eu le moindre doute sur le chemin que j'emprunterais. Dès mon premier jour, mon père me confia un petit bureau dans un coin du service commercial. Apprends le métier de fond en comble, me conseilla-t-il d'un ton ferme mais encourageant. Pas de raccourcis, pas de privilèges. Les débuts furent impitoyables. Je travaillais plus que quiconque, arrivant avant l'aube et repartant bien après la tombée de la nuit. Les anciens Frank Donovan et Marge Whittaker, qui me connaissaient depuis mon enfance, ne me facilitaient rien. Être le fils du patron ne te servira à rien ici, me lançait souvent Frank d'un rire bourru. Tu dois te forger tes mérites, comme tout le monde. À la 3e année, j'avais été promu responsable de département, et à la 5e, je supervisais notre expansion dans le cœur de la France. Lille devint ma 2e ville, où j'installai notre nouveau centre de production, passant des semaines loin de mon appartement et de ma petite amie, Sarah, qui finit par devenir une ex. Ce n'était là qu'un des nombreux sacrifices personnels offerts à l'autel de l'ambition. Le véritable tournant survint en 2008, lors de la crise financière. Autour de nous, les entreprises s'effondraient, et notre principal concurrent, Richardson Manufacturing, fit faillite du jour au lendemain. Mon père, nerveux, suggérait de réduire les opérations et d'attendre que la tempête passe. Moi, je vis une opportunité dans ce chaos. Contre ses conseils hésitants, je militais pour l'acquisition de la liste de clients de Richardson ainsi que de leur site ultramoderne à Lille, à un prix défiant toute concurrence. C'est trop risqué, Thomas, objecta-t-il lors d'une réunion de conseil tendue, le visage rouge de préoccupation. Nous pourrions tout perdre. Ou bien doubler notre part de marché, répliquai-je en étalant les projections financières sur lesquelles j'avais travaillé pendant des semaines. Voilà notre chance de devenir le leader de l'industrie. Après des heures de débat, il céda finalement. Cette décision fit tripler notre chiffre d'affaires en 5 ans. La presse baptisa l'opération le pari audacieux de Noirval, et des revues spécialisées en firent une étude de cas en gestion de crise. Mon père n'admettait jamais explicitement que j'avais eu raison, mais je surpris le sourire fier qu'il tentait de dissimuler lors des interviews. Au fil des années, j'élargis notre influence. Nous ouvrîmes des bureaux à Marseille, à Lille, et finalement à Londres et Tokyo. Je négociai des accords avec nos fournisseurs qui réduisirent nos coûts de production de 30%. J'introduisis de nouvelles technologies qui rationalisèrent nos opérations, malgré la résistance des vétérans inquiets du changement. Chaque innovation résultait de longues heures de recherche, de visites de sites et de vols interminables passés à scruter des rapports jusqu'à l'épuisement de mes yeux. Chez moi, la vie suivait son cours sans moi. Mon frère, Jacques, choisit une voie différente en allant à l'école de médecine et en ouvrant plus tard son propre cabinet en région parisienne. Tandis que je manquais les fêtes pour des déplacements d'urgence, lui bâtissait une famille avec sa femme, Mélissa, et leurs 3 enfants. Mon père ne ratait jamais les réunions de Noël ou les anniversaires, même s'il se retirait progressivement des opérations quotidiennes. Au 15e anniversaire, je dirigeais effectivement tout. Mon père portait le titre de PDG, mais tout le monde savait qu'en cas de problème, c'était à moi qu'il fallait s'adresser. Je réorganisai entièrement notre équipe de direction, faisant venir des diplômés de l'ESSEC et des vétérans de l'industrie partageant ma vision de croissance. Ensemble, nous lançâmes de nouvelles gammes de produits,
pénétrâmes des marchés émergents et finalement, rendîmes l'entreprise publique, une opération qui fit enfin grimper notre valorisation à ce chiffre magique de 93 millions d'euros. Tout au long de ce parcours, j'attendais toujours que mon père reconnaisse ce que j'avais accompli, non seulement en préservant son héritage, mais en le transformant intégralement. L'entreprise, qui employait plus de 500 personnes sur 3 continents, ne ressemblait plus en rien à la petite structure qu'il m'avait confiée il y a 2 décennies. Pourtant, ses félicitations semblaient toujours mesurées, comme s'il retenait quelque chose. « Tu as bien travaillé, mon fils », me disait-il lors de nos revues trimestrielles, me tapotant l'épaule avant de passer rapidement en revue les points à améliorer. Jamais, un travail exceptionnel, jamais, remarquable, juste, bien fait. Je me convainquais que cela suffisait, que sa génération n'était pas portée sur les louanges enthousiastes. Mais au fond de moi, l'envie de recevoir sa pleine approbation ne disparaissait jamais. Tard le soir, quand le bureau était désert et que je restais seul avec mes tableaux et mes documents stratégiques, je me demandais parfois ce que je pouvais encore faire. Les parts de marché, les marges bénéficiaires et les projections de croissance racontaient une histoire de succès extraordinaire. Était-ce la méthode que j'avais adoptée? Désapprouvait-il mes tactiques plus agressives, ma volonté de prendre des risques calculés? Ou bien y avait-il en moi quelque chose d'essentiellement défaillant qu'aucune réussite corporative ne pourrait compenser? Avec le recul, ce succès avait un goût amer. Malgré l'énorme valorisation atteinte, je me demandais sans cesse si ces longues années de lutte avaient finalement suffi à asseoir ma légitimité en tant qu'héritier légitime de l'entreprise familiale. Au fond de moi, je redoutais que tous mes efforts ne soient jamais reconnus comme véritablement miennes. Un frais soir d'octobre, notre famille se retrouva pour dîner chez mon père, dans sa demeure de style colonial située dans le quartier huppé de Passy. Ces dîners mensuels étaient habituellement l'occasion de chaleur et de célébration, une tradition que maman avait tant défendue avant de nous quitter il y a 5 ans. Mon père l'a perpétuée religieusement depuis, affirmant que cela permettait de garder vivante sa mémoire. J'arrivais un peu en retard, après être passé à l'agence pour revoir, une dernière fois, les projections trimestrielles. En accédant à l'allée pavée, je vis déjà la Tesla de Jacques garée à côté de la Jaguar vintage de mon père. Les fenêtres rayonnaient d'une lumière chaleureuse et l'odeur d'un pot-au-feu mijoté que Martha, notre bonne, préparait toujours selon les recettes de maman flottait dans l'air. « Te voilà », lança Jacques dès mon entrée dans la salle à manger, se levant pour m'embrasser brièvement, son sourire révélant des dents éclatantes. À 43 ans, il avait encore l'allure d'un mannequin d'un magazine de bien-être masculin svelte et bronzé grâce à ses parties de tennis hebdomadaires et à ses escapades hivernales à Chamonix. On était sur le point d'envoyer une équipe de recherche. « Désolé », dis-je en me débarrassant de mon manteau. J'étais embêté par les chiffres de distribution d'Europe de l'Est. Assis à la tête de la table, mon père tranchait le rôti avec une précision d'orfèvre, sans lever les yeux. La journée de travail finit à 6 heures, Thomas. Même les PDG doivent quitter le bureau à un moment donné. Je ne suis pas encore PDG, répliquai-je avec un rire forcé en prenant place. C'est toujours ton titre, pour autant que je sache. Et des nuances de langage, rétorqua-t-il en faisant un geste de la main. Martha, raconte-leur le match de baseball de ton petit-fils. Martha, radieuse, apporta un panier de petits pains et se lança dans le récit du coup de circuit de son petit-fils pendant que nous portions les plats. J'acquiesçais et souriais aux moments opportuns, mon esprit encore en partie absorbé par les tableaux que j'avais examinés. La femme de Jacques, Mélissa, posait des questions pertinentes, incitant Martha à détailler son histoire. Leur aîné, Ryan, jouait apparemment dans une équipe similaire dans la même ligue. La conversation circulait naturellement autour de moi. Jacques évoquait une opération chirurgicale complexe qu'il avait réalisée la semaine précédente, sauvant la vue d'une fillette. Mélissa parlait de la vente aux enchères caritatives qu'elle organisait pour l'hôpital pour enfants. Leurs enfants Ryan, Emma et le petit Ben cumulaient des réussites sportives, musicales et académiques que mon père relatait avec un souci du détail impressionnant. « Et Sarah, comment va-t-elle » demanda Mélissa en se tournant vers moi avec un sourire feintement poli. « Nous avons rompu il y a 7 ans, lui rappelai-je en tâchant d'atténuer la dureté de ma voix. Je fréquente quelqu'un qui s'appelle Caitlin désormais. Je l'avais mentionné lors du dernier dîner. »« Ah, oui. L'exécutive marketing, dit Mélissa,
bien que son ton trahissait un oubli complet. Elle se joindra-t-elle à nous la prochaine fois? Je haussai les épaules en piquant une pomme de terre. Elle est à Singapour jusqu'au mois prochain. Nouveau lancement client. Toujours les bourreaux de travail, vous deux, plaisanta Jacques d'un rire sincère. Tu devrais lui faire visiter la maison quand elle reviendra. Les enfants adoreront la rencontrer. Je hochai la tête, conscient que cela n'arriverait probablement jamais. Caitlin et moi sortions depuis 8 mois, mais notre relation se résumait essentiellement à des dîners tardifs, des appels le week-end et quelques vacances éparses. Nous étions tous deux avant tout dévoués à nos carrières, ce qui, bien que déconcertant pour autrui, nous convenait parfaitement. Mon père remplit à nouveau les verres de vin, prenant un instant de plus sur celui de Jacques. La réunion du conseil d'administration à l'hôpital s'est bien passée, demanda-t-il d'un ton chaleureux, réservé aux discussions avec mon frère. Vote unanime, répondit Jacques en se redressant. Le plus jeune chef en ophtalmologie de leur histoire. À compter du trimestre prochain. Félicitations, s'exclama Mélissa en lui serrant la main, rayonnante de fierté. Mon père leva son verre. À Jacques, qui perpétue la tradition d'excellence des Noirval, mais dans un domaine différent. Nous trinquâmes tous. Je bus une grande gorgée de cabernet, sentant sa chaleur se répandre dans ma poitrine, et forcer un sourire. Beau boulot, frérot. La conversation dévia ensuite vers la politique hospitalière et les défis que Jacques devrait relever dans son nouveau poste. J'écoutais à moitié, intervienne quand il le fallait. L'entreprise venait de décrocher son plus gros contrat avec une grande société technologique, mais je n'en parlais pas. Ces dîners avaient pour règle tacite de limiter les discussions professionnelles, sauf si mon père en faisait l'initiation. Lorsque Martha servit une tarte aux pommes, encore la recette de maman, le regard de mon père se fixa sur le mien avec une expression à la fois affectueuse et troublante. Son sourire, bien que sincère en apparence, portait une nuance qui fit chavirer mon cœur. L'entreprise est dans une excellente phase, déclara-t-il soudain en posant sa fourchette avec une précision calculée. Un silence pesant s'abattit sur la table. C'est le meilleur moment qu'elle ait connu depuis sa fondation. Thomas, tu as bien travaillé pour nous mener jusqu'ici. Cette approbation inattendue me prit au dépourvu. Merci, papa. Il reste encore du chemin, mais nous sommes sur la bonne voie. Il acquiesça lentement. Oui, mais à propos, le conseil et moi avons longuement discuté de l'avenir, de la planification à long terme et des stratégies de succession. Il prit une gorgée d'eau. Et désormais, ton frère prendra les rênes. Il te surpasse de bien des façons. La salle se figea. Je restai figé, le verre à mi-chemin de mes lèvres, envahi par un mélange d'incrédulité et de désespoir silencieux, malgré mon extérieur impassible. Jacques paraissait aussi abasourdi que moi, sa fourchette suspendue dans l'air. Papa, intervint Jacques. Je suis médecin. Je ne connais rien à la gestion d'une entreprise industrielle. Mon père balaya son inquiétude d'un geste. Tu es Noirval. Le leadership coule dans tes veines. De plus, ton expérience de gestion à l'hôpital compte. Désormais, l'entreprise a besoin d'un regard neuf, quelqu'un capable de prendre du recul pour voir l'ensemble. Il se tourna vers moi. Toi, Thomas, tu es trop impliqué pour voir la forêt derrière les arbres. Je contraignis un sourire, dissimulant la tempête d'émotions qui faisait rage en moi. C'est une sacrée annonce. Ma voix, plus assurée que je ne me le sentais, trahissait néanmoins mon trouble. Quand avez-vous abordé ce sujet, toi et le conseil? Depuis quelques mois, répondit mon père en reprenant sa part de tarte. Rien n'est encore finalisé. Jacques commencera à te seconder dès qu'il aura terminé son cabinet, peut-être d'ici 6 mois. Une transition en douceur. Mélissa intervint pour combler le silence gênant. Quelle surprise! Il va falloir discuter de la logistique, évidemment, les écoles des enfants, notre maison en région parisienne. Je n'entendis presque pas ces paroles, tant mes pensées tourbillonnaient autour de ces 22 années, de ma vie entière consacrée à cette entreprise, et du fait que mon père préparait depuis des mois à transmettre le flambeau à Jacques, sans m'en avoir jamais parlé. « Et ça va, Tom ?» demanda doucement Jacques, utilisant mon surnom d'enfance. «
Ses yeux exprimaient une inquiétude sincère. Bien sûr, répondis-je machinalement. Je ne fais que digérer toute cette logistique, comme le disait Mélissa. Tant de savoir à transmettre. Mon père hocha la tête avec approbation. Voilà l'attitude que j'attendais de toi. Vous avez toujours très bien travaillé ensemble quand vous étiez enfant. Cela ne changera pas, mais c'était différent. Ce dîner se transforma en champ de bataille silencieux, où chaque sourire et chaque hochement de tête masquaient la profonde blessure que je ressentais. La façon décontractée dont mon père avait balayé le travail de toute ma vie me piquait plus que nulle critique passée. À cet instant, le lien familial que je tenais pour acquis se trouvait entaché par un jugement remettant en question ma valeur et l'héritage pour lequel j'avais tant lutté. En fin de soirée, alors que le dessert se terminait et que nous nous installions dans le salon pour le café, mon esprit était en ébullition, assailli par des questions que je n'osais formuler. Aurais-je été qu'un simple figurant depuis toujours ? Un gardien temporaire, en attendant que le fils favori se montre digne ? L'entreprise que j'avais bâtie de mes mains et de mon esprit était en passe d'être transmise à quelqu'un qui n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour elle. Un café de plus, Thomas, demanda Martha, son regard trahissant que ma détresse n'était pas aussi bien dissimulée que je l'espérais. Non, merci, Martha. Je devrais y aller, déclarai-je en vérifiant ma montre. J'ai une réunion dès demain matin. Mais c'est vendredi, intervint doucement Jacques. L'économie mondiale ne s'arrête jamais, répondis-je d'un rire creux. Merci pour ce dîner, papa. Jacques, félicitations encore pour tout. Je serrai sa main sans trahir la tremblote intérieure. Mon père m'accompagna jusqu'à la porte, posant sa main sur mon épaule, comme il l'avait fait le premier jour à l'entrepôt. Le changement est bénéfique, mon fils. Tu as travaillé trop dur, trop longtemps. Peut-être est-ce le moment pour toi de trouver un équilibre. Je hochai la tête, incapable de prononcer un mot. En montant dans ma voiture sous le ciel d'automne, le poids de ses paroles me pesait à chaque pas. 22 ans d'efforts, et tout ce qu'il pouvait offrir, c'était des platitudes sur l'équilibre, pendant qu'il remettait mon œuvre de toute une vie entre les mains de mon frère. Cette nuit-là, je dormis à peine. Mon appartement de standing surplombant la Seine, habituellement mon refuge, me sembla vide tandis que je faisais les 100 pas jusqu'à l'aube. À 6 heures, j'abandonnai tout espoir de sommeil et me rendis au bureau, espérant que l'environnement familier m'apporterait un éclaircissement. Le siège des Industries Noirval occupait les 10 derniers étages d'un gratte-ciel étincelant en plein centre, bien loin du modeste entrepôt où tout avait commencé. J'avais supervisé la conception de ce bâtiment il y a 5 ans, insistant pour des façades entièrement vitrées pour une transparence totale, des espaces ouverts pour favoriser la collaboration et une imposante installation artistique dans le hall illustrant la croissance de l'entreprise, du commerce local à l'envergure internationale. Le gardien, Miguel, sembla surpris de me voir si tôt un samedi. « Bonjour, monsieur Noirval. Je ne m'attendais pas à vous voir avant lundi. » « Je rattrape quelques dossiers, Miguel, » répondis-je en souriant malgré moi en montrant mon badge. « Et ton fils, comment se débrouille-t-il avec ses candidatures universitaires ? » ?»« Très bien, monsieur. Il a décroché un entretien à l'université de Strasbourg la semaine prochaine. » Ces petites interactions avec le personnel avaient toujours eu leur importance pour moi. Je tenais à connaître mes employés en tant qu'individus, et non comme de simples numéros sur un organigramme. Mon père m'avait appris cela, du moins, suffisamment pour ne pas compromettre ma propre carrière. Alors que l'ascenseur montait jusqu'au dernier étage, je me préparais mentalement pour la journée à venir. Mon plan était simple, analyser ce qui venait de se passer et formuler une stratégie. J'avais déjà affronté bien des défis en affaires. Ce n'était qu'un nouveau problème à résoudre, aussi personnel fût-il. Mais dès que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent lundi matin, je compris que rien ne serait aussi simple. L'animation habituelle du lundi avait cédé la place à un silence étrange, remplacé par une atmosphère de tension palpable. En franchissant les portes vitrées de la suite exécutive avec mon père, je remarquai des regards furtifs, des conversations interrompues nettes. Des visages habituellement empreints de fierté et d'encouragement semblaient désormais tirés et pâles, témoignant d'une tension inexprimée qui régnait dans les couloirs. Lisa, mon assistante de direction depuis 8 ans, évita le contact visuel en me remettant mon agenda.
Conférence téléphonique avec Tokyo à 10h, comité exécutif à 11h30, murmura-t-elle. Le conseil a demandé une session exceptionnelle à 2h. Une réunion du conseil qui n'était pas inscrite à mon agenda, demandai-je, fronçant les sourcils. Lisa jeta un regard nerveux vers mon père, qui s'était arrêté près de son bureau. Monsieur Noirval, votre père l'a organisé vendredi après-midi. Mon père me tapota l'épaule avec un sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. Ce n'est qu'une formalité, Thomas. Pour entamer les discussions sur la transition. Rien d'inquiétant. Rien d'inquiétant. Comme si, à l'instant même, il n'avait pas jeté une bombe sur toute mon identité professionnelle. Je hochai la tête, puis me réfugiai dans mon bureau avant de dire quelque chose que je pourrais regretter. À travers les parois vitrées, je voyais des collègues se jeter des coups d'œil furtifs, détournant rapidement leur regard quand je les fixais. La nouvelle s'était manifestement répandue. Dans une entreprise de notre taille, l'information, surtout lorsqu'elle est juteuse, circule à une vitesse fulgurante. Le téléphone de mon bureau sonna. Monsieur Noirval, Jacques Reynolds est en ligne, annonça Lisa. Jacques, notre directeur financier et mon allié le plus proche au sein de l'équipe exécutive, était à mes côtés depuis 12 ans. Ensemble, nous avions traversé d'innombrables crises, des baisses de marché au désastre de la chaîne d'approvisionnement. Si quelqu'un pouvait me livrer la vérité nue, c'était bien Jacques. « C'est quoi ce bazar ?» lança-t-il dès que je décrochai. J'ai reçu un texto de Nancy des ressources humaines sur les protocoles de transition, et soudain, tout le monde murmure que Jacques va prendre la relève ? Ton frère, Jacques ? Le médecin ophtalmologiste ? Je soupirai en pinçant l'arête de mon nez. La décision de papa. Apparemment, cela se trame depuis des mois. Sans en avoir parlé ? Sans consulter l'équipe de direction, s'exclama Jacques, incrédule. Nous avons fait croître cette entreprise de 300% sous ta direction. Le conseil ne peut pas penser que c'est raisonnable. Le conseil est toujours majoritairement contrôlé par mon père, le rappelai-je. Et il paraît qu'ils en ont déjà discuté. C'est insensé, murmura-t-il. Quel est ton plan ? C'était la question que je me posais depuis tout le week-end. Je n'en sais rien pour l'instant, admis-je. Je suis encore en train d'assimiler tout cela. Eh bien, fais vite, me conseilla Jacques. Les vautours tournent déjà en rond. Davison du service commercial est avec ton père en ce moment, probablement en train de jurer une loyauté indéfectible envers le nouveau régime. Après avoir raccroché, j'essayais de me concentrer sur la présentation pour Tokyo, mais mon esprit vagabondait. À travers mes cloisons de verre, je voyais la dynamique du bureau se jouer comme dans un film muet. Mon père arpentait l'espace avec une énergie renouvelée, s'arrêtant pour discuter avec les managers, tapotant dans le dos et riant comme s'il venait d'annoncer un record de profit, et non la rétrogradation effective de son fils aîné. Des petits groupes se formaient et se dissolvaient au fil de la matinée. Je reconnus dans ces comportements les signes d'un changement organisationnel, chacun se positionnant pour la nouvelle réalité, formant des alliances, évaluant d'où viendrait le pouvoir. Dans chaque bureau et chaque salle de réunion, l'énergie avait radicalement changé. Des regards échangés trahissaient un mélange de peur, de confusion et d'incertitude. Lorsque je me rendis à la réunion du comité exécutif, les divisions étaient évidentes. La moitié de l'équipe m'accueillait avec la déférence habituelle, tandis que d'autres semblaient soudain fascinés par ma présence dès que je les croisais du regard. Mon père arriva en dernier, accompagné de Davison et de Rhys du conseil. « Bonjour à tous », annonça-t-il avec entrain. « Je suis sûr que vous avez tous entendu la nouvelle excitante concernant notre orientation future. Aujourd'hui, nous allons discuter de la période de transition. » Je restai silencieux tandis qu'il exposait un plan sur 6 mois durant lequel Jacques reprendrait progressivement plus de responsabilités tandis que je me verrais confier des projets spéciaux et des rôles de conseil. Le discours était finement orchestré pour faire passer une rétrogradation déguisée en mutation latérale. « Et des questions ?» demanda mon père une fois terminé. Le silence dura un instant de trop, puis Jacques prit la parole. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, cela me semble être une décision à haut risque pour l'entreprise. Thomas a bâti des relations solides avec nos clients clés depuis des décennies.
Le marché valorise la stabilité dans le leadership. Le sourire de mon père se durcit légèrement. Le changement est nécessaire à la croissance, Jacques. Mon frère apportera un regard neuf qui nous propulsera au niveau supérieur. Quelle expérience possède le docteur Noirval en matière de fabrication ou de commerce international, demanda Marie Chen, notre vice-présidente des opérations mondiales, d'un ton respectueux mais direct. Parfois, le regard extérieur est précisément ce qu'il faut, répliqua mon père avec assurance. Jacques a su développer son cabinet médical de A à Z. Les compétences en management se transfèrent d'un secteur à l'autre. J'aurais pu souligner l'énorme différence entre gérer un cabinet médical de banlieue de 15 employés et diriger une multinationale présente sur 3 continents. J'aurais pu rappeler les années passées à maîtriser chaque aspect de notre entreprise, de la logistique à la conformité réglementaire dans une douzaine de pays. Mais à quoi bon? La décision de mon père était prise. Ce brusque changement me força à affronter la réalité. Chaque pas que je faisais semblait alourdi par le regard inquisiteur de ceux qui comptaient sur mon leadership. Je comprenais que ce conflit dépassait le cadre familial, il s'agissait d'un tournant déterminant pour l'avenir de l'entreprise et de mon destin. Lorsque la réunion prit fin, les participants se dispersèrent rapidement, évitant le contact visuel. Seul Jacques resta, attendant que la salle se vide complètement. « C'est injuste, dit-il à voix basse. Tu as bâti cette entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. » Ramassant mes papiers à voix basse, je répondis, « Ce reste toujours l'entreprise de papa. Son nom est gravé sur l'immeuble. » Et toi? Tu vas simplement accepter cela? La question resta en suspens entre nous. 22 ans de dévouement, de sacrifice, à mettre l'entreprise avant tout et voilà comment tout s'achève. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Quoi qu'il en soit, je dois y réfléchir soigneusement. Aucune décision précipitée. Jacques hocha la tête, comprenant le non-dit. Dans le monde de l'entreprise, les batailles ne se remportent pas par la confrontation directe, mais par la stratégie, la patience et le bon moment. Sur le chemin de mon bureau, Lisa m'intercepta. « Ton frère a appelé, dit-elle d'un ton neutre, mais ses yeux trahissaient sa compassion. Il souhaiterait qu'on se retrouve autour d'un café avant la réunion du conseil. Il a dit que c'était important. » Je vérifiai ma montre. Il me restait juste le temps d'atteindre le petit café en face du siège. Et dis-lui que j'y serai dans 10 minutes. Quoi qu'il arrive, je devais être prêt. L'entreprise que j'avais construite, l'héritage pour lequel j'avais lutté, rien ne serait abandonné sans combat. Mais d'abord, il me fallait comprendre exactement à quoi je faisais face, en commençant par le rôle de mon frère dans ce coup d'État soigneusement orchestré. Le café en face du siège des industries Noirval s'appelait le Parvis, un établissement local qui avait su résister à l'envahissement des chaînes nationales. J'y allais depuis notre emménagement dans le bâtiment, à tel point que Diane, la propriétaire, avait même baptisé un sandwich en mon honneur, le « spécial Noirval », composé de dinde et d'avocat sur pain au levain, accompagné de chips sans culpabilité, comme elle aimait plaisanter. Ce jour-là, je n'avais pas faim. Jacques était assis dans une banquette au fond, déjà 2 cafés posés sur la table, scrutant nerveusement son téléphone. En me voyant, il se leva, l'expression mêlant inquiétude et une émotion difficile à cerner. « Tom, merci d'être venu, » dit-il en m'invitant à prendre place en face de lui. « Je n'étais pas sûr que tu accepterais. » Je m'installai, remarquant qu'il avait commandé mon habituel un café américain, noir. Ces petits détails faisaient partie de ses spécialités. Contrairement à papa, il se souvenait vraiment des préférences de chacun. « Pourquoi pas ?» répliquai-je d'un ton neutre. « Nous sommes frères. » Jacques grimaça légèrement. « Écoute, il faut que tu saches que je n'avais aucune idée que papa prévoyait cela avant il y a 2 semaines. Il m'a appelé de manière inattendue, m'expliquant qu'il voulait discuter de l'avenir de l'héritage familial. J'ai cru qu'il s'agissait de planification successorale. Je pris une gorgée de café pour gagner du temps. Une partie de moi voulait le croire. Jacques et moi n'avions jamais été particulièrement proches à l'âge adulte, nos vies ayant pris des chemins différents, mais nous n'étions pas ennemis non plus. Enfant, il m'avait toujours admiré, me suivant partout, voulant participer à tout ce que je faisais. Et quand il t'a présenté son grand plan pour te nommer PDG d'une entreprise dont tu ne connais rien,
qu'as-tu répondu? Ma voix, plus dure que prévu, trahit mon irritation. Je lui ai dit que c'était insensé, répliqua-t-il aussitôt. Que je suis médecin, pas un homme d'affaires. Que tu as dirigé cette entreprise pendant 2 décennies et en as fait quelque chose d'incroyable. Il se pencha, baissant la voix. Il n'a rien voulu entendre, Tom. Il répétait sans cesse que c'était le moment d'un changement et que l'entreprise avait besoin de 109. Et nous voilà, dis-je en désignant la tour étincelante visible par la fenêtre du café. La réunion du conseil pour officialiser ta nomination commence dans. Je vérifiai ma montre. Un peu plus d'1 heure. Jacques passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux qui me rappelait notre enfance. Je ne veux pas de cela. J'ai passé 15 ans à développer mon cabinet. J'ai des patients qui dépendent de moi. Ce n'était pas mon idée. Alors refuse, le défi lancé je. Dis à papa et au conseil que tu n'es pas intéressé. Il détourna le regard, à cet instant, je compris. Quoi qu'il ait réagi au départ, il se conformait désormais. Ce n'est pas si simple, finit-il par dire. Papa a clairement indiqué que ce n'était pas seulement une question d'entreprise. Il s'agit de l'héritage familial tout entier. La fondation, le pôle hospitalier, les trusts caritatifs, tout. Il prend en otage le nom de la famille, demandai-je, incrédule. Pas avec ces mots, mais essentiellement, oui. Il a dit qu'à défaut que je prenne en main l'unification des intérêts Noirval, il vendrait tout à des investisseurs extérieurs. L'entreprise, la fondation, tout passerait sous contrôle étranger. Je m'appuyai en arrière, tentant de digérer cette nouvelle. Papa avait toujours été manipulateur, mais là, son emprise semblait atteindre un niveau inédit. Pourquoi, demandai-je enfin. Pourquoi me pousser dehors maintenant, après tout ce que j'ai accompli? L'entreprise est plus prospère que jamais. Quel est son véritable dessein? Jacques hésita, semblant peser ses mots. Il est malade, Tom. Ces mots, inattendus et bouleversants, résonnèrent en moi. Malade comment? Parkinson précoce. Diagnostiqué il y a 6 mois. Il a gardé cela secret, mais les médecins prévoient une évolution rapide. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Papa, l'inébranlable force qui avait dominé ma vie, était vulnérable. Mortel. Ce n'était pas censé choquer, il avait 74 ans, après tout, mais je n'avais jamais vraiment envisagé sa vieillesse autrement qu'en théorie. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit, demandai-je, dégoûté par la blessure que je ressentais. Il n'en a parlé à personne jusqu'à récemment. Tu sais comment il tient à ne jamais montrer de faiblesse. Jacques soupira. Je pense que ce diagnostic a déclenché quelque chose en lui. Un besoin de tout remettre en ordre avant qu'il ne le puisse plus. Et, pour une raison ou une autre, son idée d'ordre signifie que je prenne la relève de l'entreprise pendant que toi. Pendant que je fais quoi? Prendre ma retraite? Me lancer dans le golf? L'amertume de ma voix était évidente. Il a évoqué que tu prendrais la direction de la fondation. Il a dit que tes compétences relationnelles et ta vision philanthropique y seraient parfaites. Jacques montrait une gêne sincère en le disant. La fondation. La fondation familiale Noirval distribuait quelques millions en subventions chaque année, une bagatelle comparée aux activités de l'entreprise. C'était là que papa reléguait sa compagne de société pour qu'elle s'affaire à organiser des galas caritatifs, une position symbolique sans réel pouvoir. Quel geste généreux, rétorquai-je d'un ton plat. Seul, plus tard ce matin-là, je me retrouvais à affronter un torrent d'émotions. Le bourdonnement discret du bâtiment devenait assourdissant tandis que je restais assis derrière mon bureau, repassant chaque mot de ma conversation avec Jacques. C'est dans ce silence que le poids de la trahison de mon père commença à se faire sentir, chaque révélation me blessant plus profondément que prévu. Je remis en question chacune de mes décisions, m'interrogeant si, aveuglé par mon ambition, j'avais manqué les signes avant-coureurs. Mon père était malade. Cela aurait dû tout changer, adoucir ma colère, m'aider à comprendre ses actions. Au lieu de cela, cela ne fit qu'accentuer la douleur. Il ne m'avait pas fait confiance pour lui confier son diagnostic. Il n'avait pas cru en moi pour lui laisser son héritage. Après toutes ces années,
il me considérait toujours comme insuffisant. Je commençais à repenser à tous les sacrifices consentis et à l'immense pression de devoir vivre à la hauteur d'un héritage qui n'avait jamais été entièrement le mien. Mes souvenirs se bousculaient les matins précoces, les nuits tardives, l'engagement sans faille consacré à l'entreprise. Les relations sacrifiées, les moments personnels manqués, tout cela pour les industries Noirval. Pourquoi ? Pour être écarté dès le premier signe de la mortalité de mon père ? La réunion du conseil allait bientôt commencer. Il voterait, vraisemblablement à l'unanimité, pour approuver mon remplacement par mon propre frère. Sur le papier, on me proposerait un titre sans grande valeur président honoraire de la fondation, peut-être avec un généreux package de compensation pour atténuer le coût. Et on attendait de moi que je sourie, serre des mains, et que je me retire avec grâce. Mon ordinateur émit une alerte, les membres du conseil arrivent. Réunion dans 30 minutes. Je fermais les yeux, les souvenirs d'une nuit d'été il y a près de 20 ans inondant mon esprit. Papa et moi travaillions tard, analysant la proposition d'acquisition qui allait devenir notre première grande expansion. Nous avions commandé de la nourriture chinoise bon marché et mangé directement dans les boîtes en scrutant les chiffres. « Tu sais pourquoi j'ai fondé cette entreprise ?» avait-il demandé soudain, se penchant en arrière dans sa chaise. « Pour bâtir quelque chose de pérenne », avais-je répondu, répétant ce qu'il m'avait dit maintes fois. « Non », m'avait-il surpris en posant ses baguettes. « Je l'ai créé parce que je ne supportais pas de travailler pour quelqu'un d'autre. Je ne supportais pas qu'on me dise ma valeur, qu'on décide de mon avenir. » Son regard intense me transperçait. « Souviens-toi, Thomas. Dans cette vie, soit tu construis ton propre héritage, soit tu deviens une simple note de bas de page dans celui de quelqu'un d'autre. » Ce souvenir m'atteignit avec une clarté inattendue. Pendant toutes ces années, je pensais bâtir mon héritage. Pourtant, je travaillais toujours dans l'ombre de mon père, cherchant son approbation, évaluant ma valeur à travers son regard. Je n'avais jamais vraiment été moi-même. Dans ce face-à-face silencieux avec mes pensées, je pris une décision. Je ne laisserai pas ce moment me définir, ni ne permettrai que les comparaisons et les jugements démantelant toutes ces années de labeur. Au contraire, je résolus d'embrasser le défi et de tracer ma propre voie, même si cela signifiait affronter des conflits familiaux plus profonds et douter de moi-même. Je redressai ma cravate, rassemblai mes notes et me levai. Quoi qu'il advienne dans cette salle de conseil aujourd'hui, ce ne serait pas la fin de mon histoire. Ce serait le début d'un nouveau chapitre, celui que j'écrirais moi-même. La réunion se déroula exactement comme prévu. 13 hommes et femmes en costume coûteux votèrent à l'unanimité pour approuver Jacques comme nouveau PDG, effectif dans 6 mois. Je restai assis, arborant un sourire maîtrisé, félicitant mon frère d'une poignée de main ferme tandis que les appareils photo clignotaient pour la newsletter de l'entreprise. Mon père rayonnait de fierté, sa légère tremblote désormais évidente à ceux qui savaient la chercher la seule trace de la maladie qu'il dissimulait. Thomas prendra un nouveau rôle passionnant en tant que président de la Fondation Noirval, annonça-t-il devant des applaudissements polis. Son expérience et ses contacts seront inestimables pour étendre nos actions philanthropiques. Je hochai la tête gracieusement, jouant mon rôle. Mais au fond de moi, quelque chose avait changé. Je n'étais plus en colère, j'étais curieux. L'histoire présentée par papa et Jacques ne collait pas entièrement. Pourquoi cette urgence soudaine ? Pourquoi tant de discrétion ? Pourquoi cette transition n'avait-elle jamais été évoquée avec l'équipe dirigeante avant d'être imposée comme une évidence ? Au cours de la semaine suivante, j'observais de près la dynamique subtile qui régnait dans le bureau. Je remarquais de petites réunions qui se dissipaient dès que j'approchais. Des conversations entre mon père et certains membres du conseil semblaient délibérément informelles, mais intenses. Davison, du service commercial, s'était vu attribuer un nouveau bureau d'angle à côté de l'espace temporaire de Jacques, malgré ses performances médiocres ces 2 derniers trimestres. Le jeudi, je fis un tour du côté de Lisa avec un café, notre rituel matinal de toujours. « Tu as une minute ?» demandai-je en fermant doucement la porte de son bureau. Lisa, qui me suivait depuis que j'avais pris la direction des opérations quotidiennes, connaissait les rouages internes de l'entreprise mieux que quiconque. Plus important encore, j'avais une confiance absolue en elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, percevant immédiatement la gravité de mon ton. « J'ai besoin de comprendre ce qui se trame en coulisses », murmurai-je.
Il y a quelque chose d'anormal dans toute cette transition. Lisa jeta un regard nerveux vers la porte, puis me regarda. Je ne devrais pas te dire ça, chuchota-t-elle, mais il y a eu des réunions. Beaucoup d'entre elles. Aucune n'était inscrite au calendrier officiel. Entre qui? Ton père, Davison, Rhys du conseil, et parfois même ce consultant Wilson de la firme de restructuration. Et quelqu'un de Meridian Global. Elle hésita. Ça fait au moins 3 mois. Je pensais que tu étais au courant. Que papa me tiendrait informé? Oui, moi aussi. Je pris une profonde inspiration. J'ai besoin de copies de toute communication concernant ces réunions. Invitation, mais, tout ce que tu peux trouver. Lisa sembla tiraillée. Ça pourrait mettre mon emploi en péril. Je le sais. Je ne demanderais cela que si c'était vraiment important. Je croisai son regard. Lisa, j'ai bâti cette entreprise avec ces gens pendant plus de 20 ans. J'ai le droit de savoir ce qu'ils mijotent. Elle hocha lentement la tête. Je vais voir ce que je peux faire. Au fil des jours, les pièces du puzzle commencèrent à se mettre en place. Lisa me fournit discrètement des notes de réunion, par accident, restées sur la photocopieuse. Jacques me transféra des mails dont il avait été copié par erreur. Même Miguel, le gardien, mentionna la fréquence inhabituelle des visites après les heures de bureau de la part des cadres de Meridian. À mesure que les jours s'écoulaient, les retombées de ce dîner fatidique mirent à jour des secrets enfouis au sein de notre entreprise familiale. Des murmures de conspiration interne et de rancune de longue date émergèrent parmi le personnel, suggérant un réseau de tromperie qui dépassait largement le commentaire désinvolte de mon père. J'assemblai des bribes de conversation et des indices subtils laissant entendre que la nomination de mon frère n'était pas qu'une question de compétence, mais le fruit d'un plan minutieusement orchestré avec un objectif précis. Tard vendredi soir, alors que j'étais seul dans mon bureau à reconstituer les informations récoltées, ma ligne privée sonna. Le numéro affiché était local et inconnu. Thomas Noirval, répondis-je prudemment. Monsieur Noirval, nous ne nous sommes jamais officiellement rencontrés. Je m'appelle Eleanor Reed, je suis conseillère juridique chez Meridian Global. Une bouffée d'adrénaline me traversa, mais je gardai la voix calme. Madame Reed, que puis-je faire pour vous à 21h, un vendredi soir? Je pense que nous avons des intérêts communs à discuter, dit-elle. Pas au téléphone. Êtes-vous disponible pour un petit déjeuner demain? Au Four Seasons, à 7h. Je serai là, répondis-je, mon esprit bouillonnant de possibilités. Le lendemain matin, Eleanor Reed se révéla être une femme perspicace dans la cinquantaine, à l'attitude résolue. Elle commanda un bol de flocons d'avoine et déposa un dossier sur la table entre nous. Je vais être direct, monsieur Noirval. Mon entreprise est en pourparlers d'acquisition avec votre père depuis près de 6 mois. Curieux, il ne m'en a jamais parlé, répliquai-je, mon visage impassible. Je n'en suis pas surprise. L'accord qu'il propose est singulier. Elle glissa le dossier vers moi. Jetai un œil. À l'intérieur se trouvait une feuille de conditions énonçant l'acquisition proposée. Meridian achèterait les industries Noirval pour 120 millions d'euros à un prix correct, quoique légèrement en dessous de la valeur de marché. Mais la structure de l'accord était étrange. Plutôt qu'une acquisition simple, il prévoyait de démanteler l'entreprise en plusieurs entités. La production serait cédée à Meridian, tandis que le réseau de distribution et les relations clients seraient transférés dans une nouvelle entité Noirval Global avec Jacques comme PDG et mon père en tant que président. Cela n'a aucun sens, dis-je, fronçant les sourcils en examinant le document. La valeur de Noirval réside dans son intégration verticale. Le démanteler, c'est détruire les synergies que nous avons mises en place. D'un point de vue purement économique, oui, acquiesça Eleanor. Mais il ne s'agit pas seulement d'affaires. Il s'agit d'héritage. Que voulez-vous dire? Votre père nous a approchés, monsieur Noirval. Et non l'inverse. Il était très précis sur ses attentes, un accord qui positionnerait votre frère en tant que PDG d'une nouvelle entité, sans les tracas de la fabrication, mais avec toutes les relations clients prestigieuses. Une réussite déjà prête à l'emploi.
La révélation fut douloureuse et déstabilisante. Je commençais à recoller les morceaux de réunions oubliés, constatant les incohérences dans la prise de décision et la répartition des opportunités. Papa n'avait pas planifié le succès de l'entreprise, il préparait ce moment, me maintenant concentré sur l'aspect industriel tout en gardant pour lui-même les relations clients, relations qu'il pouvait ensuite transmettre à Jacques sans difficulté. « Pourquoi me dites-vous tout cela ?» demandai-je, l'observant attentivement. « On dirait que l'affaire avance sans moi. »« Parce que c'est un mauvais accord pour Méridian, » répondit-elle sèchement. « Nous voulons Noirval dans son intégralité, pas en pièces détachées. Vos systèmes opérationnels, vos innovations en production, voilà ce qui fait la valeur de l'entreprise. Ce projet d'image que votre père prépare pour votre frère n'a que peu d'intérêt. » Je me penchai en arrière, laissant mes pensées digérer ces paroles. « Alors, quelle est votre proposition ? » Une contre-offre. Une offre qui maintiendrait Noirval intact, préserverait les emplois et reconnaîtrait la véritable valeur de ce que vous avez construit. Elle sortit un second document de sa mallette. Nous sommes prêts à offrir 145 millions d'euros pour l'entreprise entière, avec des garanties de maintien des structures opérationnelles et la conservation des personnels clés. Y compris moi ? Surtout vous. Nous voulons que vous continuiez à diriger les opérations en tant que président de division. Votre père et votre frère n'auraient aucun rôle opérationnel, ils pourraient si bon leur semblait occuper des postes au conseil, mais le contrôle quotidien serait entre vos mains. Je fixai le document, l'esprit chamboulé par les implications. Mon père détient la majorité des actions votantes. Il n'accepterait jamais cela. Éléonore esquissa un sourire mince. Ce n'est pas tout à fait exact. Quand avez-vous revu la structure de la fiducie familiale pour la dernière fois, monsieur Noirval ? Il y a des années, après le décès de ma mère. Pourquoi ? Parce qu'à son décès, ses actions ont été placées dans une fiducie familiale. Une fiducie que vous et votre frère contrôlez conjointement, avec un administrateur de First Boston détenant la voix délibératrice en cas d'égalité. Votre père ne contrôle que ses actions personnelles, environ 30% de l'entreprise. Cette révélation me frappa comme un coup physique. Toutes ces années, j'avais cru que papa détenait le contrôle absolu. Jamais je n'avais remis en question cet acquis. Donc, si Jacques et moi étions d'accord. Comment sais-je ? Vous pourriez approuver un accord auquel votre père s'oppose, confirma-t-elle. Bien entendu, cela impliquerait que votre frère aille contre les souhaits de votre père. Pensez-vous que cela soit envisageable ? Je songeais à Jacques, à notre conversation au café. Il semblait sincèrement mal à l'aise face au plan de papa, même s'il s'y soumettait. Mais oserait-il s'y opposer activement ? Je ne sais pas, admis-je. Mais je dois le découvrir. Au cours de la semaine suivante, je creusai davantage, utilisant des contacts chez First Boston pour vérifier la structure de la fiducie, parlant en confidence avec quelques membres du conseil en qui j'avais confiance. Le tableau qui se dessinait était à la fois plus clair et plus inquiétant que je ne l'avais imaginé. Le diagnostic de Parkinson de mon père avait effectivement déclenché sa planification successorale, mais il y avait plus encore. Les bilans financiers montraient une exposition significative à des marchés de plus en plus instables. Papa avait approuvé des expansions dans des régions contre lesquelles j'avais formellement plaidé, usant des contacts médicaux de mon frère pour ouvrir des portes dans des pays au cadre réglementaire douteux. Ces expansions avaient temporairement gonflé le chiffre d'affaires, mais elles avaient créé d'énormes passifs, arrivant à échéance juste au moment où Jacques prendrait les rênes. La division de production destinée à être vendue à Méridian selon le plan de papa accumulait la plupart de ses risques, tandis que les relations clients, que papa souhaitait garder au sein de la famille, demeuraient relativement saines. En somme, papa préparait de charger Méridian des problèmes de l'entreprise, tout en plaçant Jacques à la tête des parties profitables. Et si le plan échouait ? Jacques serait protégé, prêt à rejeter la faute sur l'ancienne direction, c'est-à-dire moi pour avoir orchestré ces expansions vouées à l'échec. Pourtant, au cœur de ce chaos, une clarté nouvelle s'imposa à moi. Je compris que la lutte pour le contrôle n'était pas seulement personnelle, mais qu'elle se jouait de l'âme même de l'entreprise, pour les employés qui avaient placé leur confiance en moi, pour l'héritage bâti au fil des années. Cette révélation éveilla en moi une détermination farouche à riposter,
à reconquérir non seulement ma place légitime, mais aussi à restaurer l'intégrité d'un héritage terni par l'ambition et la tromperie. Quoi qu'il advienne, une chose était sûre, je ne resterai plus un acteur passif dans le jeu des autres. Je composais le numéro de Jacques. Il faut qu'on parle. Pas en tant que PDG et président de la fondation, mais en tant que frère et en tant que co-titulaire du legs de maman. Jacques accepta de se retrouver dans l'endroit favori de notre mère, le jardin du Luxembourg, près du banc où elle nous lisait des histoires quand nous étions enfants. C'était une froide après-midi d'automne, les arbres flamboyants de rouge et d'or, quelques feuilles obstinées s'accrochant encore aux branches tandis que d'autres tourbillonnaient à nos pieds. Il arriva l'air fatigué, la façade assurée du médecin laissant place à une vulnérabilité nouvelle. « Ce rendez-vous se doit d'être important », dit-il en s'asseyant à mes côtés. J'ai dû réorganiser 3 consultations. Je lui remis les documents que j'avais rassemblés, les copies des actes de fiducie, les rapports financiers montrant ses expansions douteuses, et enfin, la feuille de condition du plan de papa avec Méridian. « Prenez votre temps », dis-je en observant son expression passer de la confusion à l'incrédulité, puis à la colère. « Cela ne peut pas être vrai », murmura-t-il en feuilletant les documents. Papa disait que la transition visait à apporter du renouveau, à sécuriser l'héritage familial pour la prochaine génération. Il ne s'agit pas de sécuriser notre héritage, rectifiai-je doucement. Il s'agit de sécuriser le sien, et surtout pas celui de maman. Elle avait bâti cette entreprise à ses côtés, et ses parts étaient destinées à préserver sa vision, non à être détournée dans le cadre du plan de papa. Jacques se leva brusquement, arpenta le parvis. Je suis médecin, pas homme d'affaires. Je lui ai dit cela. Je lui ai dit que je n'étais pas fait pour diriger une multinationale. Sa voix monta, pleine de frustration. Il a dit que tu serais là pour me guider, que l'équipe exécutive m'accompagnerait dans cette courbe d'apprentissage. Pendant que l'entreprise s'effondre sous le poids de ses passifs, secouai-je la tête. Tu serais le bouc émissaire, le médecin qui a précipité la chute des industries Noirval, et papa se retirerait en toute sécurité en te blâmant pour ton incapacité à gérer la pression. Pourquoi ferait-il cela ? Son propre fils, demanda Jacques, troublé. Parce qu'à ses yeux, le nom Noirval est tout. Il préfère voir l'entreprise se scinder à ces conditions plutôt que risquer un échec sous ma direction continue. Je soupirai. J'ai passé trop d'années à me demander pourquoi je n'étais jamais à la hauteur de ses attentes. Mais désormais, cela importe peu. Ce qui compte, c'est ce que nous ferons maintenant. Jacques s'assit lourdement. Que proposes-tu ? Nous utilisons notre position de co-titulaire pour bloquer son accord. Ensemble, nous avons assez de voix pour l'empêcher de se concrétiser. Et ensuite ? Tu prends tout le pouvoir ? Exclure papa définitivement, songeait-il, l'air troublé. Non. Ensuite, nous étudierons la contre-offre de Méridian, expliquai-je en détaillant la proposition d'Éléonore, la valorisation supérieure, les garanties opérationnelles, et mon maintien dans les fonctions quotidiennes. Cela détruirait papa, dit Jacques d'un ton calme. Son entreprise, vendue à des concurrents qu'il a combattus pendant des décennies. Ce n'est pas forcément Méridian, précision-je. Leur offre confirme simplement ce que j'ai toujours soutenu, Noirval vaut mieux entier que démantelé. Nous pourrions trouver un autre partenaire, ou bien procéder à une entrée en bourse digne de ce nom, et non cette mascarade orchestrée par papa. Je m'arrêtai, observant une jeune famille passer, les enfants riant en jouant autour d'un arbre. L'essentiel est que nous prenions cette décision ensemble, en pensant à ce qui est le mieux pour l'entreprise, ses employés et l'héritage de maman. Jacques resta silencieux un long moment, fixant le bassin où voguaient les barques à cygne pendant les beaux jours. J'ai besoin de temps pour réfléchir, finit-il par dire. C'est beaucoup à assimiler. Nous n'avons pas le luxe du temps, l'avertis-je. Papa compte annoncer l'accord avec Méridian la semaine prochaine. Une fois rendu public, il sera difficile de revenir en arrière. Accorde-moi jusqu'à demain, demanda-t-il. J'ai besoin d'examiner ces documents de près, peut-être d'en parler avec Mélissa. Je hochai la tête, respectant son besoin d'espace. Demain, alors. Cette nuit-là fut l'une des plus longues de ma vie. Je fis les 100 pas dans mon appartement, oscillant entre un optimisme timide et un doute écrasant.
Avais-je agi correctement en impliquant Jacques? Pouvais-je lui faire confiance, sans qu'il ne se précipite pour informer papa? Me battais-je pour l'entreprise, ou simplement pour apaiser ma fierté meurtrie? Au matin, toujours sans réponse, je me retrouvais sur ma 3e tasse de café quand mon téléphone sonna. Jacques, appelant bien plus tôt que prévu. J'accepte, dit-il sans détour. Mais j'ai des conditions. Un soulagement m'envahit. Précise-les. Et d'abord, papa doit être traité avec respect tout au long de cette histoire. Quoi qu'il arrive, il reste notre père, et il est malade. Aucune humiliation publique. Et d'accord, acquiesçai-je immédiatement. Ensuite, il faut protéger les employés. Pas de licenciement massif, pas de coupe drastique dans les avantages pour gonfler les profits à court terme. C'était toujours mon intention, le rassurai-je. Et enfin, poursuivit Jacques, sa voix s'adoucissant, je veux un véritable rôle dans l'entreprise. Pas en tant que PDG, j'ai reconnu que je n'étais pas fait pour cela, mais quelque chose de significatif, où je puisse réellement contribuer. Je souris, agréablement surpris par cette dernière demande. Que as-tu en tête? La fondation, répondit-il. Mais réinventer. Pas simplement distribuer des chèques pour faire bonne figure, mais avoir un impact réel. Utiliser nos ressources pour améliorer l'accès aux soins dans les communautés où nous sommes présents. C'est un domaine que je comprends et que je pourrais diriger efficacement. C'était une idée brillante, une véritable stratégie de responsabilité sociale qui tirerait parti de l'expertise médicale de Jacques tout en renforçant la réputation de l'entreprise et en bénéficiant aux communautés. Je trouve ça excellent, lui dis-je sincèrement. Nous allons le mettre en œuvre. Au milieu de trahison et de l'effritement d'alliances familières, je résolus de tracer une nouvelle voie. La douleur du rejet et le coup de l'humiliation se transformèrent en une ardente envie de prouver à nouveau ma valeur. Fort de cette nouvelle énergie, je commençai à planifier une refonte stratégique des opérations de l'entreprise, déterminée à rétablir les valeurs qui avaient fait la grandeur de notre héritage. La confrontation avec papa fut aussi difficile qu'inévitable. Jacques et moi le rencontrâmes dans son bureau privé, la pièce où il nous avait appris à jouer aux échecs et où il avait signé les documents fondateurs des industries Noirval il y a 40 ans. « Vous commettez une terrible erreur », déclara-t-il froidement après que nous eûmes exposé notre position et présenté les preuves recueillies. Ni l'un ni l'autre ne comprenait réellement ce qui est en jeu, nous comprenons parfaitement, répliquai-je calmement malgré la tension qui éclatait dans la pièce. Nous protégeons l'entreprise que tu as bâtie, l'entreprise que maman t'a aidé à créer pour qu'elle ne soit pas démantelée sans raison valable. Et tu as toujours cru savoir mieux que moi, s'emporta papa, sa main tremblante désignant du doigt. Toujours si sûr d'avoir raison. Mais tu n'as jamais vu l'ensemble, Thomas. Tu n'as jamais compris ce qu'il faut pour assurer un héritage. Peut-être pas selon ta vision, reconnus-je. Mais je sais ce qu'il faut pour construire quelque chose de durable. J'ai œuvré pendant 22 ans pour cela. La discussion se prolongea pendant des heures, tantôt enflammée, tantôt douloureusement silencieuse. Jacques me surprit par sa fermeté, ni se dérobant ni exacerbant les tensions, apportant son point de vue médical sur l'état de papa tout en soutenant fermement notre position unie. Finalement, la fatigue l'emporta sur la résolution. Papa ne s'accorda pas avec nous, mais il reconnut la réalité. Avec nos parts combinées, nous pouvions bloquer son accord, qu'il le veuille ou non. Faites comme bon vous semble, finit-il par dire, arborant soudain les traits de ses 74 années. C'est désormais votre entreprise. Ces mots semblant admettre une défaite me hantèrent en sortant. Ils auraient dû me remplir de victoire, mais laissèrent à la place un vide dans ma poitrine. Ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé prendre le contrôle total des industries Noirval. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Nous contactâmes d'anciens collègues et alliés de confiance, engageant un dialogue ouvert sur l'orientation future de l'entreprise. Chaque conversation était une petite victoire, une réaffirmation de mon leadership et de ma capacité à inspirer ceux qui avaient jadis perdu espoir. Jacques et l'équipe exécutive s'employèrent d'arrache-pied à démêler les chevaux financiers que papa avait créés, identifiant les expansions les plus risquées et élaborant des stratégies de confinement. Lisa organisa une série de réunions où je m'adressais directement aux employés, dissipant les rumeurs et exposant notre vision pour l'avenir. Peu à peu,
L'atmosphère se transforma alors que mes collaborateurs trouvaient le courage grâce à mon engagement sans faille en faveur de la transparence, de l'innovation et de l'équité. C'est dans ces moments de reconstruction que je redécouvris véritablement qui j'étais et ce que représentait l'entreprise. Éléonore Reed et Meridian restèrent intéressés, mais selon notre calendrier, non le leur. D'autres partenaires potentiels se manifestèrent dès que la rumeur se répandit que Noirval pourrait être en jeu. Nous écoutâmes toutes les offres sans jamais nous engager. D'abord, il nous fallait stabiliser la situation et renforcer l'entreprise de l'intérieur. Jacques se lança à corps perdu dans la refonte de la fondation, avec un enthousiasme surprenant. Il recruta des experts de la santé, rencontra des leaders communautaires près de nos principales installations et développa des programmes ciblés qui allaient avoir un impact réel tout en rehaussant la marque Noirval. Le voir trouver sa voie contribuer selon ses forces plutôt que de se voir imposer un rôle inadapté m'inspira une fierté fraternelle inattendue. Papa resta distant, déclinant les invitations aux séances stratégiques et aux réunions du conseil. Son absence fut à la fois douloureuse et libératrice. Pour la première fois, je prenais des décisions sans constamment les comparer à ce que je pensais qu'il attendait de moi. 3 mois après notre confrontation dans le jardin du Luxembourg, Jacques et moi nous retrouvâmes dans mon bureau pour examiner les projections trimestrielles. Les chiffres s'amélioraient pas de manière spectaculaire, mais de façon constante. Nous avions survécu au pire de la tempête. « As-tu parlé à papa récemment ?» demanda Jacques pendant une pause. « J'ai essayé, avouai-je. Il ne répond plus à mes appels. » Jacques hocha la tête, sans surprise. Mélissa l'a invité à dîner le week-end dernier. Il semblait, plus petit, moins sûr de lui. À cause du Parkinson ? En partie. Mais je pense que c'est plus que cela. Jacques hésita. Il a demandé de tes nouvelles. De savoir comment tu gérais la situation. Je levai les yeux, étonné. Qu'est-ce que tu lui as répondu ? La vérité. Que tu fais exactement ce que papa t'a appris, protéger l'héritage Noirval, mais d'une manière qui ne correspond pas à ses attentes. Jacques esquissa un léger sourire. Je pense qu'en partie, il en est fier, même s'il ne peut l'avouer. Je n'étais pas certain de le croire, mais j'appréciais cette pensée. Peut-être qu'un jour, nous pourrons tous nous réunir à nouveau, en famille, sans querelle d'affaires. J'aimerais bien, dit Jacques. Je pense que... lui aussi, quand il sera prêt. Au seuil de ce nouveau chapitre, je ressentais une étrange libération et une ouverture vers l'avenir. Le chemin serait semé d'embûches, mais chaque revers était surmonté par la ferme conviction que je pouvais dépasser cette trahison. Les paroles de mon père et les ambitions de mon frère ne guideraient plus mon destin. Désormais, je dirigerais avec la force forgée dans l'adversité, bâtissant un avenir qui honorerait le passé tout en embrassant la promesse de demain. Ce soir-là, je restai tard au bureau, non par obligation, mais poussé par une satisfaction discrète que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les lumières de la ville s'étendaient en contrebas, chacune symbolisant un foyer, une famille, une vie en marche. Quelque part, papa luttait contre sa nouvelle réalité. Quelque part, Jacques expliquait peut-être à ses enfants comment leur oncle et leur père avaient réussi à se réconcilier. Et moi, je comprenais enfin que l'héritage n'est ni donné ni arraché. Il se construit jour après jour, choix après choix. Le mien ne serait plus défini par l'approbation ou le rejet de mon père, mais par l'entreprise que j'avais façonnée, par les vies qu'elle soutenait et par les valeurs auxquelles je tenais fermement, même face à l'adversité. Pour la première fois en 22 ans, cela me semblait suffisant.